de la page. 4 lignes. Ad Berei Rav. Hein? Ouais, Ad Berei Rav Chisda, c'est la ligne qui commence avec Borot. Borot, Shichin ou Me'arot. Ad Berei Rav Chisda le Rabbana Ukva. Vedarash. Alors, Rav Chisda était en train de marcher avec Rabbana Ukva et il a enseigné comme ça: Lo imdod adam seorim v'yiten lifnei behemto beyom tov. Quelqu'un n'a pas le droit de mesurer de l'orge pour donner à manger à ses animaux. C'est ce qu'il fait normalement pendant la semaine. Quand c'est Yom Tov, il ne peut pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Aval koder ou kav ou kabaim v'noten lifnei behemto ve'ino choshesh. Il prend un cave. C'est quoi un cave? Un cave, c'est un ustensile. Comme un vase. Oui, et c'est un ustensile qui est fait pour mesurer. Donc il le prend, il va, il y a un tas d'orge, de grains d'orge. Il fait entrer comme ça. Il fait entrer le. Donc ça revient au même parce qu'il va remplir le cli avec de l'orge. La différence, c'est pas ce qu'il fait normalement. Normalement, il va au tas et puis il prend du tas avec sa main, quelque chose, il le met dans le cli pour mesurer. Alors il fait un chinouille, encore une fois, il fait le même acte de chinouille, il prend le cli, il enfonce le cli dans le tas et il extrait de l'orge. Ça c'est permis, parce que c'est un chinouille. ונותן לפני בהמתו ואינו חושש, והנחתום מודד תבלין ונותן לתוך כדירתו כדי שלא יקדיח תבשילו. Et le pâtissier Boulanger. ou le cuisinier, boulanger, il aurait le droit, lui, de mesurer les épis qu'il va mettre dans son plat, dans sa casserole. Pourquoi? Parce que là, c'est important. S'il ne va pas mesurer la quantité d'épices qu'il va mettre, alors il risque d'abîmer le plat. Donc, il ne faut pas abîmer le plat pendant Yom Tov. Comme on a besoin de Simchat Yom Tov, il ne va pas y avoir Simchat Yom Tov ici, la nourriture est horrible. Alors, lui, il a le droit de mesurer les épices. Qu'est-ce qu'on ne fait pas pour Yom Amar Rav Yirmiyah bar Abba, Amar Rav, modedet isha kemach beyom tov venotenet letoch isata כדי שתיטול חלה בעין יפה. Une femme a le droit quand elle fait du pain, elle a le droit de mesurer la farine qu'elle va utiliser pour le pain. Là, elle a le droit de mesurer. Pourquoi? De sorte qu'elle va, quand elle va prélever la chala, elle va le faire comme il faut ba'an yafa. C'est-à-dire que s'il ne va pas mesurer, elle risque dans sa tête de dire, et en fin de compte, elle va, avec moins de farine, elle va utiliser moins de farine en disant que c'est suffisant, et la challah va être plus petite. Alors pour faire en sorte qu'elle va être comme ça large, elle va donner la challah comme il faut, on a le droit de mesurer. Regardez juste le Rashi à gauche, à l'extérieur de la page, Rashi qui dit Ba'ain Yafa, Yodat Midat. Shiur chala echad me'esrim be'arba le kohen. On sait que la chala normalement c'est une 24e part de la farine qu'elle donne au kohen. Uksheina yodat midat isata. Quand elle n'est pas sûre de la quantité de pâte, hi mekamtsemet. Alors elle donne un peu moins. Ve'omeret ein kan kolkach. Elle va donner un peu moins de challah en disant qu'en fin de compte, il y a un peu moins de pâte. Tout ça, c'est pas exact. Donc, elle se dit, bon, en fin de compte, j'imagine qu'il y a un peu moins, elle donne un peu moins. Alors, chez Yodat, Midat Isata, mais quand elle est consciente exactement de la quantité de pâte ou de farine, Yodat, Mam Tafrish Ve'eina Yafaba. Et là, elle va donner la quantité qu'elle doit donner, et elle va pas risquer, on ne va pas risquer qu'elle va donner moins. Bon. On continue. Et comment ça se passe avec l'eau? L'eau de quel point de vue? Pour faire la farine, pour faire le pain. Je n'ai pas compris.
Un verre d'eau, 2 verres d'eau, pour mélanger L'expérience. Quand elle va faire le pain, ouais, farine La de plus. frachat chalas en fonction de la farine, pas de l'eau. Et la pâte. Non. La pâte, bien sûr, c'est de l'eau et la farine, mais en fin de Ouais, compte, mais c'est... le lot, est-ce qu'elle va la mesurer avant? Elle va faire qu'est-ce qui va se passer? Non. Elle mesure uniquement la farine. Mais l'eau aussi, normalement. La farine, ou elle ne mesure pas l'eau. Ou la farine ou la pâte, oui. Moi, je voulais juste dédier le cours, les mots de Nishmat à Rian, chez Shlomo Zalman, Chez vous hommes. Shlomo Zalman, Ben Rachmona, Mekies. Ben Rachmona, Mekies. Mekies. Donc, Et aussi, Léhi Ben Eliezer. אורי בן אליעזר, ביחד עם כל הנפטרים בעם ישראל. Alors on continue. Dernière ligne de la page. ושמואל אמר אסור, והתנא דבי שמואל מותר. Il y a un Tana de Shmuel qui dit que c'est permis de mesurer la farine. Alors regardez le Rashi, encore une fois, à gauche. Tana de Shmuel. L'avant-dernière Rashi. Betosefta shesider Shmuel mitanaim shelefanav. Comment shesidru Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Vous savez que Rabbi Chia et Rabbi Oshaya, c'est ceux qui ont rédigé les Braithot. Les Braithot, c'est eux qui ont parcouru tous les enseignements des Tanaïm, qui n'étaient pas inclus dans les Mishnah. Ils ont fait de l'ordre, et c'était les rédacteurs. Et ça s'appelle Braïta, mais c'est les Braithot de Rabbi Oshaya, Rabbi Chia, Rabbi Oshaya, ou comme je cite, Rabbi est un Mishnah. Donc on a apparemment Tosefta, le rédacteur de la Tosefta, encore une fois, c'est des enseignements qui sont restés en dehors de la Mishnah de Tanaïm. Ça s'appelle Tosefta de Bei Shmuel. Alors, dans le Tosefta de Bei Shmuel, c'est écrit Veha Tana de Bei Shmuel, Mutar. Ok, donc on a un truc intéressant. On a Shmuel Amar Asur. Shmuel lui-même, il y a un Amora qui s'appelle Shmuel. Il dit que c'est interdit de mesurer la farine. Shmuel. Tandis que le Tana de Bei Shmuel, la tradition des Tanaïm, que Shmuel lui-même, il a rédigé, il a reçu, c'est écrit que c'est permis. Amar Abaya, Hashta de Amar Shmuel Asur. Comme on constate, Shmuel, si Shmuel dit que c'est interdit, Tana devait Shmuel Mutar, mais les traditions des Tanaïm que Shmuel a rassemblées disent que c'est permis, alors qu'est-ce qui se passe? On passe en haut de la page suivante. Shmuel halacha le maaseh ata le ashma'ina. Apparemment, Shmuel nous apprend une halacha le maaseh. C'est quoi halacha le maaseh? Regardez en bas de la page précédente, dernier Rashi. Hashta de amar Shmuel asur. Vehu shana b'mishnato muta. En dépit du fait que dans la Mishnah qu'il a rédigée des Tanaïm, il a dit que c'est permis de mesurer la farine. Shmuel b'shma'atay de amar asur. Halacha le maaseh ata la shmo'inan. Shaban ishol halacha la asot maaseh. Ça veut dire que si quelqu'un vient demander à un rab, est-ce que c'est permis ou pas pendant Yom Tov de mesurer la farine? Morin lo asur, on lui enseigne que c'est interdit. V'ichazinan inish d'Avid, mais si on voit quelqu'un qui mesure, lo machinan beyadeh, on ne va pas protester. On ne va pas lui dire, tu sais quoi, arrête ce que tu fais, c'est interdit. Pourquoi? D'alacha de mutar, parce qu'en fin de compte, c'est permis. Ve'ein morin ken, encore une fois, mais ce n'est pas un enseignement qu'on enseigne en public. Ce n'est pas un truc qu'on enseigne en public, encore une fois, parce que c'est seulement dans des cas particuliers que c'est permis. Et si on dit que c'est permis, encore une fois, les gens risquent de mal comprendre, de dire que c'est permis bichlal, dans toutes les conditions, dans toutes les situations, et ça, c'est pas vrai. Ok, on continue. Sanu Rabanan, Ein shonin kemach beyom tov. Shonin kemach, c'est quoi shonin kemach? C'est de tamiser, on dit tamiser la farine. Oui. Tamiser la deuxième reprise. Tamiser une deuxième fois. La première fois qu'on va tamiser, pourquoi faire? C'est pour séparer entre la farine et entre les détritus, tout ce qui sont les écorces. Le son. Le son.
Ok, le son. Ça, c'est le but de tamiser. Maintenant, quand il fait ça une deuxième fois, c'est pas pour ce but, parce que le but a déjà été atteint la première fois. C'est pour faire en sorte que la farine va être encore plus fine, encore plus. Mais c'est pas tamiser dans le sens d'enlever les détritus, parce que ça, en gros, ça a déjà été fait. Donc, alors c'est pour ça C'est un deuxième tamis ou c'est Pardon? C'est un deuxième tamis. Un deuxième tamis. Différent. Quoi, différent? Ah, Si le cli lui-même est différent, moi je pense pas. Je pense pas. La grille plus fine. Je pense pas. Non. Tanu Rabbanan, Eina Shonin Kemach B'Yom Tov. Donc la première halakha dit qu'on n'a pas le droit de faire ça une deuxième fois pendant Yom Tov. Et Mishum Rabbi Papias et Rabbi Yehuda ben Betera Amru Shonin. Tandis que eux, ils disent que oui, quelqu'un a le droit de tamiser une deuxième fois pendant Yom Tov. Maintenant, regardez le Rashi en haut de la page. Ein shonin kemach. Chez Rakdum et Etmol, c'est une farine qu'on a déjà tamisée la veille de Yom Tov. Veba le shanoto benapa, le yapoto. On veut faire ça une deuxième fois pour le rendre encore plus beau, encore plus fin. Ein shonin, pourquoi pas, selon Rashi, de efshar lo metmol. On aurait pu le faire la veille. Maintenant, vous entendez juste en parenthèse, ça c'est la shita de Rashi. Rashi dit que quelque chose qu'on aurait pu faire la veille, et tu ne l'as pas fait la veille, tu n'as pas le droit de le faire aujourd'hui. C'est seulement Rashi qui dit ça. Parce que ça, on avait vu, c'est seulement cet argument, c'est seulement pour marchirer au nefesh. L'argument que si tu aurais pu le faire la veille, tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas le faire le jour même, c'est seulement ce qui concerne la préparation des ustensiles. Mais en ce qui concerne la préparation de la nourriture elle-même, cet argument, il ne s'applique pas. Même si, disons, cuisiner, tout le shrita, tout ça, même si tu aurais pu le faire la veille, on s'en fout, tu peux le faire aujourd'hui, parce que c'est ochel nefesh. D'accord. Quand est-ce qu'on dit si tu aurais pu le... Sauf les épices. C'est pas l'instrument. On avait dit les épices. On avait dit les épices. Alors justement, il y a... Le Tosfot, il dit, la raison pour laquelle c'est interdit, parce qu'il y a des actes de préparation que par nature on fait à grande envergure, à grande quantité. Par exemple, moissonner, chasser. Quand on va, disons, on va pêcher des poissons, normalement on met un filet, on va attraper beaucoup de poissons. Donc, attraper beaucoup de poissons, c'est pas pour ton repas de Yom Tov, parce qu'il y a tellement de poissons que tu vas attraper. Et moissonner, c'est pas un acte que tu fais pour un repas de Yom Tov, tu fais ça à grande quantité. Et il dit que tamiser, c'est la même idée que normalement l'acte de tamiser, c'est quelque chose qui se fait pour des grandes quantités, et donc c'est interdit de faire pendant Yom Tov, même une deuxième fois. Ça c'est Tosfot, qui n'est pas comme le Rashi. Plus forte raison la deuxième fois. Oui, à plus forte raison la deuxième fois. Pas la première fois de la loi. S'il dit que c'est interdit la première fois, Ben, Ah oui, une fois. on va dire ça a le droit de Si- la première fois, mais pas le Non, à plus forte raison, la deuxième fois, c'est en plus. Oui, Mais la première fois, on a le droit de tamiser. Non. Selon Rachid, selon Non, Rachid. selon Rashi. Selon Première Rashi et selon Tosfot, tout le monde est d'accord, tu n'as pas le droit de le faire pendant Yom Tov. Maintenant, Rashi dit que la raison pour laquelle tu n'as pas le droit, la deuxième fois, ils sont Non, par je la... demande la première fois. Oui, la première fois, tout le monde est d'accord que tu n'as pas le droit de faire ça pendant Yom Tov. Tout le monde est d'accord parce que c'est Av Melacha. Et Av Melacha qui, en fin de compte, qui n'est pas directement lié à la on dit parce que c'est un acte, encore une fois, qui est lié à des grandes quantités. Ça, c'est Tosfot. Ça, c'est Tosfot. Oui, mais Rachid. Et... Pourquoi c'est pas au fond de nefesh? Oh, bah, justement, Rashi, il ne s'exprime pas sur ce. Il dit en parlant du le deuxième tamis. C'est ma question. Voilà. Le deuxième tamis, il dit que tu ne peux pas faire le deuxième tamis parce que tu aurais pu le faire la veille. Ça laisserait entendre que le deuxième tamis, le jour même de Yom Tov, selon Rashi, ce serait permis. Si tu n'as pas pu le faire la veille. Et selon Tosfot, même la deuxième fois, c'est interdit. De toute façon, on voit qu'il marque si oui ou non on a le droit de faire ça la deuxième fois pendant Yom Tov. Normalement, encore une fois, vous entendez, la deuxième fois, c'est pas vraiment tamisé, parce que ça a déjà été fait. Le tri a déjà été fait. Donc normalement, ça devrait être permis le deuxième jour. Alors pourquoi c'est néanmoins interdit? Parce que Rachid dit, c'est un truc que tu aurais dû faire la veille.
Comme tu ne l'as pas fait la veille, tu ne le fais pas aujourd'hui. Même si ce n'est pas tamisé, ça a déjà été fait la première fois. Mais même la deuxième fois, où tu n'es pas vraiment faire le tri, comme tu as pu le faire la veille, selon Rashi, tu ne veux pas le faire le jour même. Alors, je continue dans la Gemara. Veshavin, mais tout le monde est d'accord, she'im nafal le tochan tzchor au kisam, que s'il y a un morceau, un caillou qui est tombé dans la farine, ou je sais pas, une kisam, c'est une brindille, chez shonin, là tout le monde est d'accord que tu peux extraire le truc en question qui est tombé dedans. Tana et Tana, kame de Rabina. Ein shonin kemach beyom tov. Alors il y a quelqu'un qui a enseigné cet enseignement qu'on ne peut pas tamiser la deuxième fois de la farine pendant Yom Tov. Aval, mais nafal tzror au kisam, si un caillou ou une brindille qui tombait dedans, borer biyado. On aurait le droit d'extraire le caillou en question avec la main. Parce que ça ne s'appelle pas tamiser. Alors quelqu'un qui... Alors voilà, tu as le droit de prendre ce caillou qui tombait dans la farine. Tu enlèves le caillou parce que ce n'est pas un acte de tamiser, ce n'est pas harakada. Mais c'est boré. Très bien, tu es en forme ce matin. Azamarle, il est un coach kenda, soit plus forte raison que ça devrait être interdit. De havale qui est boré. Parce que, ok, ce n'est pas tamiser. Ce n'est pas l'acte de tamiser, mais en attendant, tu fais boré. Hein? Alors, c'est une marloquette, Beikchan Beitil, on l'avait vu avant Borer. C'est une marloquette, Beikchan Beitil. Darash Rava ban Rab Huna, Zouti, à pitre de Neharder. Il y a un certain Chacham par le nom de Rab ban Rab Huna, Zouti. Et il a enseigné à pitre de Neharder, à l'entrée de Neharder, Shonin kemach beyom tov. On a le droit de tamiser une deuxième fois pendant Yom Tov. Amar le Rav Nachman. Rav Nachman qui a entendu ça, il lui a dit, Poukou, sortez, ve'amroule, allez lui dire, le Abba. Abba, c'est un terme d'affection pour ce Rav. Shaki le tibouter, prends ton, comment on dit, tovatra, prends ta bonté, prends ton bienfait, prends ton bienfait, et jette-les sur les buissons. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, tu penses que tu nous fais un service, tu nous rends un service en disant qu'on a le droit de tamiser une deuxième fois pendant Yom Tov. Prends cet enseignement et tu peux le jeter sur les buissons pour craser, parce que sort et constate, sort et regarde, Kama mehulta hadran beneharder. Regarde combien de tamis sont en train de travailler dans la ville de Neharder, en train de faire le tamis la deuxième fois. Il est en train de dire que toi, tu viens nous enseigner qu'on a le droit de tamiser une deuxième fois, mais c'est tout à fait en plus son enseignement. De toute façon, c'est une coutume ici, tout le monde le fait. Tout le monde fait le tamis la deuxième fois. Alors donc, on n'a pas eu besoin de cet enseignement. Maintenant, Dviteu de Rabbi Yosef, la femme de Rabbi Yosef. Ça veut dire que, pour que ça soit bien clair, Oui. La première fois, c'est sûr que ça a été fait avant Sûr que Yom Tov. non, la première fois, ça a été fait avant Yom Tov. Oui. Et là, la discussion, c'était par rapport à la deuxième fois. Absolument. On veut que ça soit encore plus. Absolument, fait. absolument. Il y a des avis qui disent que oui, des avis qui disent que non. C'est une marloquette. C'est une marque. D'accord. Dviteu de Rabbi Yosef, la femme de Rabbi Yosef, Nihala Kimcha Agaba de Meholta. Elle tamisait la deuxième fois de la farine à Gaba de Meholta sur le bord, sur le côté extérieur du tamis. Donc elle ne le tamisait pas d'une façon normale, elle le faisait à l'extérieur. Elle faisait ça Beshinouï. Ok? Alors pourquoi elle faisait Beshinouï? Elle s'est dit, bon, si je fais Beshinouï, Yom Tov, il n'y a pas de problème. Alors son mari réagit. Amar la Chazi. Il dit, tu sais quoi, fais gaffe parce que tu sais que je veux un pain qui est de bonne qualité. C'est quoi un pain de bonne qualité? Un pain qui fait de farine, qui est de fin. C'est-à-dire en train de faire, tu sais quoi, en fin de compte, ce que tu fais avec le chinouille, c'est en plus. Parce qu'on a le droit de tamiser une deuxième fois. Et quand on dit on a le droit de tamiser une deuxième fois, c'est même sans chinouille. Tu n'as pas besoin de faire un truc bizarre, de le faire à l'extérieur du tamis.
Ah, tu sais, juste que je sais pas ce que tu fais, mais fais en sorte que le pain que tu vas cuire, il est goûteux parce que pour moi c'est important. Quel rapport avec le côté de la vitamine? Apparemment, elle faisait aussi, elle tamisait, mais elle le faisait d'une façon bizarre. Je n'ai pas exactement en À tête. l'envers, Elle le faisait à l'envers, disons à l'envers. Ben, ça, c'est une bonne. Au lieu de le faire d'une façon normale à l'intérieur, elle faisait, disons, à Alors il a conforté. non, il lui a. Il a conforté en lui disant. Non, non, tu sais pas, tu sais quoi, t'as pas tout ce que je sais pas ce que tu es en train de faire. Juste fais gaffe, parce que moi je veux un pain Fais comme tu veux. qui est vraiment de Donc il n'y qualité. a pas de problème qu'elle fasse une deuxième fois. Ouais, Exactement. Il n'y a pas de problème, t'as pas besoin de faire un chinouille. C'est ça. Il n'y a pas de problème de faire une deuxième fois, parce qu'on a déjà. Oui, pas seulement il n'y a pas de problème, t'as pas besoin de faire un Alors, chinouille. Pas besoin de faire un chino. Pourquoi faire simple? Tviteu de Ravashi, la femme de Ravashi, Nihala Kimcha Agaba de Petora. Elle aussi faisait ça d'une façon un peu bizarre. Elle tamisait la deuxième fois la farine sur le bord de la table. Amar Petora, c'est la table. Amar Ravashi, Ha Didan, la nôtre, en parlant de sa femme, la nôtre, Brate de Rami Bar Chama, c'est la fille de Rami Bar Chama. Mais Rami Bar Chama, Mara de Uvdahab. Et on sait que Rami Bar Chama, c'est quelqu'un de pieux, c'est quelqu'un, un grand sadique. Ve'ilav de Chazia mi pei Nasha. Et si elle n'aurait pas, donc sa fille, ma femme, si elle n'aurait pas vu ce comportement dans la maison de son père, Lo Hava Abda, elle ne l'aurait pas fait maintenant. Elle est en train de se comporter de la même façon que c'était l'habitude de se comporter chez sa famille. Donc, et comme sa famille ou son père c'était quelqu'un d'important, c'était un sadique, c'est un Talmid Chacham, j'imagine qu'elle sait, elle sait ce qu'elle fait. En dépit du fait qu'elle faisait un chinouille. Donc ça fait le contrepoids qu'on en fait. Si ce Talmid Chacham, il ne met pas les pieds dans la cuisine, alors ça veut dire que c'est le sadek. Mais la maison était pas. Non, je ne sais pas. Holech Adam etzel Chenvani, prochaine Mishnah. Holech Adam etzel Chenvani a régil eslo. Quelqu'un a le droit pendant Yom Tov aller au marchand qu'il connaît. Ve'omer lo, il lui dit pendant Yom Tov, tenni beitzim ve'egozim beminyan. Il lui demande de lui procurer des œufs ou des noix beminyan. Minyan, il dit en un chiffre. 6, 10. Voilà, exactement. Donne-moi 10 œufs. Donne-moi 7 œufs. Donne-moi une vingtaine de noix. Sheken derer balabait liot moné betor beito. Parce que c'est la façon d'un balabait de compter sa marchandise quand il est chez lui. C'est pas quand il y a une transaction commerciale, on ne parle pas en chiffres. On parle ou en mesure ou en argent. Donne-moi pour, donne-moi pour 10 francs ou donne-moi 1 kilo. Mais quand on est chez nous, quelquefois il va dire à sa femme, tu sais, apporte-moi un truc, fais-moi une omelette avec 3 œufs. J'écris la femme sur le WhatsApp, je vous écris, je veux 4 oignons, 5... Oui, elle dit 4 oignons. Oui, elle écrit de la quantité. 4 oignons, elle dit. Quoi? 4 oignons, elle te dit. Ma fille, elle m'envoie, elle me dit exactement pourquoi je me casse la tête. C'est intéressant. Ah ouais, 4 C'est fascinant. tomates, 4 concombres. 4 tomates. Quoi? Oui, oui. 4 tomates. Oui. Ici, tu as des individus. On continue. Il a raison, hein. Je ne sais pas, mais ça c'est très bizarre. Non, mais c'est quand même comme ça qu'elle fait à Yom Tov. On fait comme ça. C'est la semaine, évidemment. Ok, Gemara, Tanu Rabbanan. Olech Adam etzel ro'eh haregil eso. Quelqu'un peut aller chez le berger. Pourquoi la Mishnah précise haregil, le marchand Chenvani haregil? Parce qu'encore une fois, il ne va pas lui payer le jour même. Donc on a besoin d'une confiance entre le marchand et celui qui vient chez lui, parce qu'il sait, donne-moi de la marchandise, et c'est évident qu'il va le payer plus tard. Et ça marche seulement avec un régil etzlo, quelqu'un qui connaît et auquel il fait confiance. Tanu Rabbanan, Olech Adam etzel ro'eh harégil etzlo, ve'omer lo, ten li gdi echad o tale echad. Il peut aller chez un berger qu'il connaît. Il dit, tu sais quoi, donne-moi une chèvre, donne-moi un veau. Etzel tabach harégil etzlo. Et il lui dit, il va chez un boucher qu'il connaît.
Omer lo teni kaf achat ou yerech achat, donne-moi une cuisse ou donne-moi un pied. On parle de la viande, un membre du corps de l'animal. Et celle patam, il va chez le type qui vend des oiseaux, comment on appelle ça? La volaille. ואומר לו תן לי תור אחד או גוזל אחד, c'est un oiseau. אצל נחתום הרגיל אצלו il va chez le pâtissier ואומר לו תן לי כיכר אחד, donne-moi un pain או גלוסקה אחת ou un gâteau. ואצל חנווני הרגיל אצלו il va chez l'épicier, le marchand אצלו ואומר לו תן לי 20 ביצים או 50 אגוזים, 10 אפרסקים ו5 רימונים ואתרוג אחד. Il dit, bon, donne-moi 5 de ces fruits, 6 de ces fruits. Voilà. Ça, c'est l'idée. Ou bilvad, mais à condition, שלא יזכיר לו סכום מידה. Il ne veut pas parler de mesure. Il ne tue pas de demain 1 kilo. Ni de somme, ni de mesure. Et Rabbi Shimon ben Elazar אומר, ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח. Mekar, c'est la somme. Donc il y a 2 exceptions. Tu ne peux pas parler ni d'argent, ni de mesure. Mais tu peux parler de quantité dans le 3, 5, 6, 7, ça. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de clients comme lui dans une ville. Le problème, c'est que quand il y a des prix unitaires sur les œufs ou autres, Quand il y a des... s'il y a des prix unitaires, s'il vient acheter, je sais pas, 3 croissants par exemple, donne-moi 3 croissants, il sait que le croissant coûte 5 shekels, en fait, de facto, il sait. C'est pas grave. Mais non. C'est pas grave, mais il n'a pas mis la somme. Il n'a pas mis la somme ni le poids. Non, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit donne-moi 500 grammes de croissants, mais Il n'a pas dit la somme non plus. C'est sous-entendu. il n'a pas le droit de dire 500 grammes de pommes de terre. D'accord. Et comment il va faire l'épicier? Écoute, s'il y a beaucoup de gens comme lui. Non, encore une fois, on avait dit avant, tout ce scénario de quelqu'un pendant pendant Yom Tov, que quelqu'un va à un magasin et il prend de la nourriture pendant Yom Tov, c'est pas ordinaire. Normalement, les gens, avant Yom Tov, ils sont préparés. Il y a des cas exceptionnels où tout à coup, il y a plus d'invités qui arrivent qui étaient prévus, ou tout à coup, pendant Yom Tov, ils se rendent compte qu'il y a des choses qui manquent, mais c'est plutôt plus ou moins exceptionnel. Alors voilà, c'est pas qu'on a plein de gens qui arrivent et pendant Yom Tov qui demandent. Non, normalement, les gens, ils se préparent pour le repas, ils préparent le repas avant Yom Tov. Mais ça, c'est des cas exceptionnels. Non, mais est-ce que Yom Tov, le commerçant, peut utiliser un boulier? Il peut utiliser un boulier. C'est quoi un boulier? C'est-à-dire que ce qu'on utilise ici, parce que les gens font des montées à Shabbat, les noms des personnes sont déjà inscrits, et ensuite ils associent le nom avec des boules qui représentent des sommes. Apparemment, il n'y a pas de problème d'utiliser des boules, mais C'est comme les Chinois, là. comme c'est des cas, C'est des cas assez exceptionnels. Je ne sais pas s'il a besoin, il va se souvenir, il y a 1 personne, 2 personnes dans Yom Tov qui sont tapés à la porte. Il n'a pas intérêt à ouvrir le commerce. Il fait aussi confiance, parce qu'il fait aussi confiance aux clients. Oui, il fait confiance aux clients, voilà. De toute façon, ce que je reprends la question, c'est que si on parle 20, 30, 50 et un peu plus haut, des Midian, on ne parle pas de chiffres. Minyan, c'est des chiffres. Minyan, Oui, par mais définition. pourquoi ici on précise les chiffres? Parce que Minyan, c'est l'idée. Tu demandes avec des chiffres, et là on te donne des exemples de chiffres. C'est des exemples. Hadran alach ein sadin. Ok, on passe à la Mishnah suivante. On passe au prochain chapitre. Vous savez, juste avant, j'avais pensé vous dire ça avant de commencer le shiur. Mais je ne sais pas si on va avoir le temps plus tard. Mais juste une idée que je voulais dire sur la paracha. Alors j'ouvre une parenthèse sur la paracha. C'est incroyable quand on constate combien de versets dans la Torah sont consacrés à Tsarat, à cette maladie d'âne. Incroyable. Il y a beaucoup plus de versets dans la Torah qui parlent de Tsarat que qui sont consacrés par exemple à un truc de base comme Shabbat. Il y a des versets dans la Torah qui parlent de Shabbat, pas la même quantité qui sont consacrés à Tsarat. En plus, c'est bizarre parce qu'on parle de quelque chose que ça fait plus que 2000 ans qui n'existe pas. Il n'y a pas de Tsarat aujourd'hui. Il n'y a pas qu'Akadosh Baruch Hu punit quelqu'un
qui parle la shonara en lui donnant minashamaim, cette espèce de maladie de peau. Ça fait plus que 2000 ans, ça n'existe pas. Or, si néanmoins, c'est écrit dans la Torah, et si néanmoins on est censé chaque année de le relire, apparemment c'est censé nous apprendre quelque chose, en dépit du fait que ça ne s'applique pas. Et j'ai pensé, il y a peut-être 3 points de base qui sont intéressants, qui sont vraiment qui sont nogel et maasé. Un, c'est que on voit l'étendue de l'ashkacha. Il y a des parshiyot dans la Torah qui parlent d'ashkachat Hashem. Par exemple, il y a un chapitre qui parle du shidur de Rivka, Yitzhak, la rencontre avec Eliezer auprès du puits. Ça c'est mamash ashkacha. Et pourquoi on parle d'ashkacha surtout là? Parce que c'est pas seulement le shidur. Il y a la Torah en train de nous dire chaque shidur, en fin de compte. Chaque shidur, et c'est un moment de grande ashkacha. Le fait que si un homme il épouse cette femme en dépit du fait qu'il y a millions de femmes dans la... Et c'est celle-là qui est devenue sa femme. C'est un grand exemple de ashkacha, c'est le shidur. Et un autre exemple qui parle d'ashkacha dans la Torah, c'est Ananea Kavod. Quand putain on parle de comment les nuages Amisol sont allés après les nuages, et quelquefois ils sont restés dans un endroit qui n'était pas sympathique, quelquefois ils sont restés dans des endroits qui étaient sympathiques pour des périodes de temps différentes. Tout ça c'est selon le nuage, c'est le nuage qui dicte. Et ça c'est pour nous la même chose dans notre vie. Il y a des fois quelqu'un nous met dans des situations différentes dans la vie, des différents plus confortables, plus sympathiques, moins confortables, moins sympathiques. Et c'est Kadosh Baruch Hu, tout ça c'est une histoire ashkacha. Mais ici, quand on parle de tsarat, c'est une ashkacha à un autre niveau. C'est une ashkacha qui s'exprime sur notre corps. Et pas seulement sur une ashkacha qui s'exprime sur notre corps, ça s'exprime même au niveau d'un poil. Ça devient un poil. S'il y a une tache blanche, il y a au milieu un poil qui est noir. Si le poil devient blanc, c'est un signe qu'il a tsarat. Mais c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu est en train de communiquer avec la personne à travers un poil. Et la vérité, c'est 2 poils. Mais un poil. On voit pas l'envergure de l'ashkacha. Ça s'exprime même à un niveau de poil. Aussi, on a un truc qui s'appelle pisayon. Pisayon, c'est quand la tache, elle se répand. Mais c'est quoi répandre? Même l'espace d'un poil, encore une fois. Même s'il y a un poil qui était là avant, maintenant c'est tombé et la tache s'est prolongée. L'espace d'un poil, c'est 1 millimètre. Je vois encore une fois, c'est incroyable de voir à quel point l'ashkachat Hashem, c'est sur notre corps et c'est une question de poil. Et ça, il faut être très conscient de ça dans notre vie. Il y a quelquefois des choses qui se passent bien, des choses, des maladies, notre corps, des problèmes. Chaque chose qui se passe, c'est mesuré au millimètre. Au millimètre. Au poil près. Au poil, hein? Au poil près. Oui, au poil près, exactement. Il y a quelque chose de plus petit encore que le poil. C'est la cellule. La cellule, C'est-à-dire, la base, c'est la cellule. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu intervient. Mais je veux dire, à partir de tsarat, on ne parle pas de cellule dans tsarat. Dans tsarat, on parle de poil. La cellule, on découvre après. Ça, c'est un. Deuxième chose qu'on voit avec tsarat et qui se rapporte à nous, c'est que tout le monde sait que la raison pour laquelle les gens ils reçoivent tsarat, ou ils recevaient tsarat, c'est parce qu'ils parlaient la shonara. Maintenant, c'est quoi parler la shonara? Pourquoi quelqu'un parle la shonara? Parce que où il a un problème d'orgueil, il se permet de dire un ga'ava, ou il a un problème de kina, de jalousie, ou quoi que ce soit, c'est des problèmes de midot. C'est des problèmes qu'on dit nefesh, c'est dans la dimension du nefesh de l'homme qui a un truc qui tourne par rond. Et ça s'exprime, ce problème au niveau des midot, ça s'exprime sur le corps. Il y a une manifestation, un truc qui tourne par rond dans la tête, qui s'exprime sur le corps. Et ça, pour nous, c'est important. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de conscience dans la médecine de ce qu'on appelle gouf nefesh. Gouf nefesh, c'est le lien entre le nefesh et entre le gouf. Alors, il y a de plus en plus de conscience de plein de maladies, près la majorité des maladies qui existent, c'est des expressions de trucs en nous.
Par exemple, un type qui vit dans la tension, dans la peur, alors c'est sûr qu'après un peu de temps, ça va s'exprimer dans une maladie. Ça s'appelle maladie psychosomatique. Oui, mais je pense aujourd'hui, on devient de plus en plus conscient qu'il y a de plus en plus de maladies on voit qu'il y a un lien entre ce qui se passe dans la tête de la personne au niveau des émotions et ce qui se passe avec les maladies. Le cancer, c'est un bon exemple, les problèmes de peau, les problèmes d'attaque de cœur, tout ça, c'est lié. Quelqu'un qui, par exemple, il mange beaucoup. Alors, pourquoi un type il mange beaucoup? Souvent on appelle ça en hébreu achila rigshit. La boulimie. Il a un problème, il est nerveux, il a un manque, et puis donc il fait qu'il comble le truc en mangeant. Encore une fois, s'il mange beaucoup à long terme, ça va faire des maladies. Des gens qui, je sais pas, il y a plein, des gens qui sont en colère, frustrés contre quelqu'un d'autre, s'ils portent ça en eux à long terme, ça, c'est un autre message de Tsarat, de voir à quel point il y a un lien entre ce qui se passe sur le corps et ce qui se passe en nous, la dimension à l'intérieur, le comportement vis-à-vis des midot ou vis-à-vis du nefesh. Et troisième chose intéressante, c'est que le destin et le statut du Metzora, c'est lié et c'est déterminé par le Kohen. C'est que même si au niveau technique, toutes les conditions sont là, le type techniquement, il est un Metzora. Tant que le Kohen ne l'a pas inspecté, et tant que le Kohen n'a pas déclaré que c'est Tsarat, il n'est pas. Et la preuve que si, disons, le Kohen, il voit, mais il ne va pas déclarer, disons que c'est la veille d'un mariage. La Gemara apporte des exemples, la veille d'un mariage, il ne va pas déclarer qu'il est Tsarat parce qu'il ne veut pas lui embêter. Il ne va pas lui mettre dans la quarantaine avant le mariage. Si c'est pendant les fêtes, le Chag, il ne va pas. Il ne va pas. Alors, ça veut dire quoi? Le type, il est malade pendant... Non, il n'est pas malade. Il est un type normal à 100%. Parce que c'est le Kohen qui décide. C'est le Kohen qui décide tout le temps. C'est le Kohen qui dit tu es pur, c'est le Kohen qui dit tu es impur. C'est le Kohen. Et même le Kohen, il n'est peut-être pas un spécialiste. Et peut-être qu'il ne comprend pas très bien. On avait dit que quand la tâche se répand, c'est 1 millimètre. Peut-être que le Kohen, il n'est pas conscient de ça, il se trompe, c'est pas important. Ce que le Kohen dit, c'est ça qui détermine. Et c'est intéressant parce que le Kohen, c'est qui ce Kohen? Le Kohen, c'est un descendant d'Aaron. Et l'attribut d'Aaron, c'est Ohev Shalom, Rodef Shalom. C'est quelqu'un qui est un attribut des Kohanim qui est lié à la paix. Encore une fois, il y a un lien entre toutes ces maladies, surtout maladies de Tsarat, même d'autres maladies, entre la paix. Le plus quelqu'un il est branché, il est en paix avec lui-même, le plus quelqu'un est en paix avec ses voisins, avec sa famille, avec sa communauté, et le moins il risque d'être malade. Et le moins il est en paix, enfin le critère, ce qui détermine s'il a des problèmes ou s'il n'a pas des problèmes, c'est l'attribut de la paix. Si tu veux savoir à quel point tu risques d'être malade ou pas, c'est à quel point est-ce que tu es lié au shalom, oui ou non. C'est ça qui impacte. Donc c'est des idées pour voir à quel point ce tsarat, il est néanmoins... Ok, on commence la nouvelle Mishnah. Amevi Kadeyain, quelqu'un qui apporte pendant Yom Tov, il transporte des tonneaux de vin, mimakom le makom, d'un endroit à l'autre. Lo yeviem basal ou bekupa. Il n'a pas le droit de les transporter dans un grand récipient, disons 2-3 dans un récipient. Aval mevihu aktefo. Mais il peut les transporter sur son épaule. Et forcément, il ne va pas sur son épaule pouvoir transporter toute la quantité qu'il mettait dans le récipient, il va prendre moins. Ou le fanav, où il porte ça avec ses mains devant lui. Celui aussi qui transporte de l'avoine, il n'a pas le droit de mettre le paquet derrière lui, derrière son dos, ce qui est la façon normale de transporter. Mais il a le droit de transporter dans ses mains. S'il y a un tas de paille, il a le droit d'en prendre pendant Yom Tov, on va en parler. Mais il n'a pas le droit de prendre des bois
d'un tas de bois qui se trouve dans la petite cour qui se trouve derrière la maison. On va en parler bientôt. Oui. Mais regardons quelques rachis sur la Mishnah. Mivi, mimakom le makom. Et encore une fois, on parle de faire des actes. Pendant Yom Tov, on veut minimaliser un acte qui a l'air comme un acte mondain, un acte qu'on fait pendant la semaine, un acte qui peut être un acte commercial. On veut faire ça b'shinui. Rashi dit, betoch atrum ou al yadei iruv. Quand Rashi dit, il précise, quand on parle de transporter, on parle de transporter dans le troum, ou quand il y a un érouve. Pour tout vous dire, je suis surpris. Je ne comprends pas ce Rashi. Le Torah Troum, on comprend. C'est quoi le Troum? C'est Alpin et Mama. Alors, même pendant Yom Tov, on a le droit pendant Yom Tov de transporter d'un rechut à l'autre. Mais on n'a pas le droit comme Shabbat. On n'a pas le droit de s'éloigner plus que de 2000 amot, le Troum. Comme il y a un Troum Shabbat, il y a aussi un Troum pour Yom Tov. La différence, c'est que pendant Shabbat, on peut transporter quelque chose de la maison jusque dans la rue. Dans le Reshut Yachid, le Reshut Rabim et vice-versa. Yom Tov, on peut. Shabbat, on ne peut pas. Alors pourquoi Rashi dit ou avec un érouve? C'est bizarre. On n'a pas besoin d'un érouve pendant Yom Tov. Mais peut-être, la seule chose que je peux penser... Non, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le érouve, je ne comprends pas. Et le troum, je comprends. De toute façon, lo yeviem besal ou bekupa, la tête shalosh va'arba betor kupa, v'yisem meshum denir'e que maaseh de chol, la sept masot. Encore une fois, le fait qu'il transporte plusieurs objets qui sont lourds, ça a l'air comme maaseh chol, un acte ordinaire qu'on fait pendant la semaine, et donc c'est méprisable en quelque sorte de faire ça pendant Yom Tov. J'ai proposé une proposition. Vas-y, Chaim. Peut-être que le trou, c'est d'un endroit public à un endroit public, de ne pas dépasser le trou de 2000 mètres. Oh, le troum, je comprends, le troum. Oui. Ouais. Et comme je parle à l'idée héros, ça peut être de passer d'un endroit de Reshut Hayachid à Reshut Rabin. Pourquoi? Mais j'ai pas besoin d'un héros pendant Yom Tov. On n'a pas besoin. Yom Tov, j'ai pas besoin d'un héros. Ouais. Pendant Shabbat, j'ai besoin, mais Yom Tov. Mais si le dit Rashi, c'est qu'il y a une raison. Il n'a pas C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas dit que Rashi est faux. J'ai dit que je ne comprends pas Rashi. Ah, tu n'as pas compris? Oui, mais que ça reste entre nous. Non, je vais dire à personne. Ok, encore on continue dans le Rashi. Aval mevi aktefo, il transporte sur son épaule, achat ou shtaim de mouchach de letzorach Yom Tov. Quand il prend une petite quantité, quand il transporte une petite quantité, alors là c'est évident qu'il transporte une petite quantité pour son repas de Yom Tov. S'il transporte 2-3 tonneaux, c'est pas pour son repas de Yom Tov. Il va pas boire 2-3 tonneaux de vin pendant son... Mais s'il transporte un truc, c'est pour son repas, ça va. À condition qu'il ait habitué les gens à transporter 4 cruches habituellement. Oui. Olafana, où il prend ça devant lui, Begado, encore un rachet. Vechen amolich et teven, le hesek, ou le BMA. S'il transporte de l'avoine, ou pour brûler, ou pour donner à manger à ses animaux, Lo yavshil kupa la churav. Il n'a pas le droit de transporter ça de la façon normale qu'il les traîne derrière son dos. De gna Yom Tov. Shenir'e ke mitkaven de melacha rabba. Encore une fois, ça donne l'impression qu'il se prépare à faire un grand travail. O leolir le makom rachok derechol. Ou qu'il s'apprête à prendre un voyage et transporter ça très loin. Encore une fois, c'est une mauvaise impression à donner pendant Yom Tov. Aujourd'hui, on a des diables, par exemple. On a des agalotes. Est-ce que c'est considéré comme un outil de fraude? Maintenant, on ne se fatigue pas. Oui. Non, mais c'est aussi un truc de chol. Tu dis la petite agala qu'on va au chouk, avant les gens ils prenaient ça, ils prennent ça au chouk. Le même problème. Même problème. C'est d'abord, c'est assez quantitatif ce truc. Tout ce que tu vas mettre dedans, tu vas manger pour ton repas de Yom Tov. Et deuxièmement, c'est l'acte ordinaire, l'acte que tu fais normalement dans l'ordinaire quand tu vas au chouk pendant la semaine. Donc si tu le fais, tu le trouves un chinois. Ou en utilisant un cri différent, ou de façon différente. Ça, c'est le principe de cette Mishnah. Un petit trou à la place des grands roues, par exemple. Peut-être, ça, pourquoi pas. On finit le rachis. On finit le rachis. Ve'matrilin be'aremat teven. Le hesek. Teven, encore une fois, disons, c'est une espèce de paille, un tas de paille ou de foin
Et on a le droit d'entamer, de prendre, disons pour prendre ça à brûler, les hesek. En dépit du fait Rachidi, qu'on n'a pas mis de côté, ce tas de foin la veille. Il n'avait pas l'habitude d'utiliser ça pour brûler. Donc ça donne l'apparence que l'auteur de cette Mishnah ne tient pas par le concept de Mokse. Parce que si on a quelque chose que normalement on n'utilise pas pendant Yom Tov, par exemple on a un tas de foin, et lui on lui dit tu peux aller et entamer, te servir de ce tas. Jamais avant il a utilisé, c'est quelque chose qu'on a mis de côté. Normalement ça devait être Mokse. Donc celui qui t'enseigne ça, apparemment, il est de l'opinion qu'il n'y a pas un problème de Moksa. C'est tout ce que Rashi nous dit. Mais dernier Rashi, on ne veut pas prendre des bois qui sont entassés derrière la maison. C'est quoi Moksa ici? Rashi dit Rechava, c'est une espèce de cour qui se trouve derrière les maisons. Kruya Mokse, Al-Shem Shehi Mokse Lahor, parce qu'elle a été repoussée. C'est des endroits où on repousse, on met derrière la maison. C'est pas un endroit où on entre et on sort habituellement. Fréquemment. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces cours qui est derrière la maison? On stocke, c'est pour stocker des choses. C'est un endroit où on amasse, on entasse des choses à long terme, où on n'a pas l'habitude chaque jour de s'en servir. Où Bagmara Parir, la Gemara se demande, Seif le Reisha, de Hashta Mashma de Id le Mukse. Il y a apparemment une contradiction à la fin de la Mishnah. C'est quoi la contradiction? D'un côté, on nous dit que tu as le droit, et là on finit, tu as le droit d'arriver à un tas de foin. Merci, je ne sais pas pourquoi j'oublie. Et ça veut dire que tu as le droit de prendre du foin en dépit du fait que ce foin n'a pas été réservé la veille, n'a pas été mis à part la veille. Donc apparemment, il n'y a pas de problème de Mokse. Après, on te dit, tu n'as pas le droit de prendre le bois qui a été amassé derrière et stocké derrière la maison. Pourquoi? Parce que c'est Mokse. Pourquoi c'est Mokse? Des choses, c'est comme si repoussé. Tu dis, bon, ça, je ne vais pas utiliser. Comment je sais que je ne vais pas utiliser? L'emplacement. Je les ai mis dans la petite cour derrière la maison. Ça, c'est l'endroit où je stocke des choses à long terme. Ce n'est pas une utilisation habituelle. Donc, ça veut dire qu'il y a Mokse. Dans la Gemara, plus tard, il y a un problème à la fin de la Mishnah et deux enseignements qui semblent se contredire. Où il y a Mokse, où il n'y a pas Mokse. On va en parler plus longuement en Blined demain.